Bonjour à tous. Bienvenue à cette première journée nationale, assise nationale du biochar. Merci de votre présence nombreuse. Je suis Sébastien Pouquet, je vais être votre maître de cérémonie. Je vais vous guider tout au long de cette matinée, une matinée qui s'annonce riche. Alors pour démarrer, je vais donner la parole à notre hôte, Sébastien Vallet, directeur général de la CCI Ille-et-Vilaine, qui nous fait l'amitié de nous accueillir dans ses locaux. Monsieur Vallet, c'est à vous. Merci beaucoup Sébastien. Nous sommes ravis à la CCI Ille-et-Vilaine de vous accueillir. C'est pour nous un événement parce que discrètement, sans que peut-être vous n'en ayez conscience, les chambres de commerce et d'industrie qui sont votre maison commune s'intéressent à toutes les transitions, à tout ce qui évolue dans la société, dans les process industriels, dans le renouvellement de nos entreprises. Et ça fait 30 ans ici que nos équipes travaillent sur ces sujets-là. 30 ans que nous travaillons sur le premier stand au salon Polytech, que nous avons accompagné la naissance de B2E, qui est un des organisateurs aujourd'hui et qui est ce qu'il est aujourd'hui à vos côtés, qu'on travaille sur des lancements de chrysalide d'économie, du Bryce Fab ici. On a un dispositif Ecodo lancé avec nos partenaires du Morbihan. Voilà, 1001 sujets d'environnement, de transition qui nous intéressent de très près. Et c'est pour ça que nous qui sommes à l'affût de tout ce qui est innovation, sommes vraiment ravis d'accueillir ces assises nationales qui correspondent vraiment à ce qu'on veut faire à plusieurs titres. D'abord parce que vous travaillez sur un secteur de niche innovant. Loïc Gamin, notre conseiller, me disait sur les biochars, il y a deux catégories. Et dans les deux catégories, ceux qui savent quelque chose et qui ont quelque chose à apporter au secteur, pour l'essentiel, seront ici aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'expertise de votre sujet, mais je comprends que sur l'avenir de la filière, la structuration, son apport à l'industrie, il y a 1001 choses dont vous allez débattre et dont j'ai hâte de comprendre, après le décryptage du secrétaire général de B2E, de l'apport à nos entreprises. Ce qui va se passer ici est très important et achève un programme de surcroît Interreg en lien avec 1001 partenaires sur lesquels nous portons une attention importante sur ces créations de collectifs. Créations de collectifs qui manifestement marchent bien. On était un peu inquiet de se dire, vont-ils être nombreux dans ce contexte actuel entre deux heures, même si on comptait beaucoup sur la très forte attractivité de notre territoire pour vous faire venir. Je crois surtout que c'est votre attention à la filière qui vous a fait traverser la France, et bravo pour ça. J'en dirai pas plus. Travaillez bien, constituez une très jolie filière en émergente, et croyez bien qu'à tous les échelons, on suit de très près ce qui se passe dans ces petites recherches de niche. Bonne journée. Merci beaucoup. Et merci une nouvelle fois de nous accueillir. Cette journée est à l'initiative conjointement organisée par l'association Elle, que vous connaissez peut-être, qui est l'association d'initiative locale pour l'énergie et l'environnement, par le réseau Bretagne Éco-Entreprise et par Unilassal, l'Institut Polytechnique. J'appelle Monsieur Hervé Denis, président du réseau Bretagne Éco-Entreprise, qui vous accueille. Oui, merci à la CCI, à notre partenaire historique, pour ce mot d'introduction. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc, Hervé Denis, président de B2E, donc, qui est ravi aussi de vous accueillir sur nos terres bretonnes. J'en dirai pas plus parce qu'on a pris un peu de retard. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais appeler Marc Letreize, qui représente l'association Elle, avec qui on est partenaire sur cette journée avec Unilassal aussi. Ça, c'était le slide d'introduction pour vous dire en quelques mots quand même que B2E, c'est quoi? C'est le pôle transition énergétique et environnementale en Bretagne, qui évolue sur les 5 départements historiques bretons, la Loire-Atlantique en faisant partie, sans rentrer j'allais dire, est-ce que c'est bien en Bretagne ou pas. Vous dire que ça a été créé en 2004, que l'idée... Hop, je vais un peu vite, pardon. Ça regroupe 180 adhérents, et puis c'est quelque chose qui est en forte progression.
Juste pour vous préciser que ce sont des éco-entreprises à la base, des sociétés éco-responsables maintenant, des collectivités, des territoires, et puis le monde de l'enseignement aussi qui nous a rejoints il y a quelques temps. On a changé les statuts en 2019, permettant à chacun de venir s'exprimer dans ce collectif. Voilà. J'en dirai pas plus. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Je vais laisser la parole à Marc. Marc, pour elle. Bonjour. Marc Le Trace, donc association L. Une petite slide pareil pour présenter qui nous sommes, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer ou de réunir dans différents événements, mais il y a aussi des personnes qu'on n'a pas eu le loisir de rencontrer, donc ce sera j'espère sur ce temps de midi. Donc l'association L, donc on est une association d'initiative locale pour l'énergie, on est une agence locale de l'énergie mais plutôt régionale, mais avec la spécificité de travailler sur la valorisation de la biomasse sur les territoires. Donc nous travaillons sur Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Avec deux actions phares quand même depuis 25 ans sur le développement des filières méthanisation et bois-énergie. Donc j'aurai l'occasion tout à l'heure en introduction de la table ronde de dire un petit mot et de faire le lien avec nos activités. Mais avant tout, on va vous présenter finalement le programme qui a fait qu'aujourd'hui nous avons travaillé sur ce sujet-là et qui nous a permis de vous réunir aujourd'hui pour faciliter les échanges de cette journée. Très concrètement, sur ce programme, il s'agit d'un programme européen en fait, dans lequel B2E et Unilassal sont investis depuis bientôt 3 ans. Donc c'est un programme qui est issu d'une histoire. Hein. Donc depuis une dizaine d'années, notamment, elle est investie dans des programmes européens et il y a eu un fil conducteur qui les a rejoints, c'est-à-dire la valorisation des biomasses de nos territoires en défaut d'exutoire, si je puis dire. Donc on est passé par les fauches de bord de route, par exemple. Ensuite, nous sommes allés sur le sujet de Redirect, qui était finalement un programme précurseur avant SRICI. Et ensuite, nous sommes arrivés sur le programme SRICI, qui a pour objectif voilà, d'identifier, de mettre en lien les acteurs intéressés par le sujet du biochar en France, qu'on avait commencé à détecter depuis 2016. De faciliter l'émergence de boucles d'économie circulaire, donc un sujet qui nous est précieux depuis plus de 25 ans à l'association L, et puis d'accompagner la structuration d'un marché, donc qui était à l'époque, quand on a commencé à ouvrir ce sujet-là, un marché plutôt naissant. Voilà, on a regardé ça par un prisme, le prisme de certaines ressources. Et évidemment, on a regardé ça, et c'est important de le dire aujourd'hui, parce que vous comprendrez aussi qu'on n'a pas regardé le sujet du biochar par l'angle de l'ensemble des intrants qui peuvent aujourd'hui aboutir à la production de biochar. Nous, on s'est focalisé sur les biomasses qu'on a sur nos territoires, ligneuses ou herbacées, en particulier ligneuses. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y aura des propos de cadrage qui permettront de rentrer dans le détail, mais on a eu l'occasion de faire des essais par rapport à finalement des sous-produits de filières sur lesquels historiquement on a travaillé, donc que ce soit des filières de méthanisation ou des filières bois-énergie. Voilà, j'en dis pas plus sur ce sujet-là. Et ben du coup, tu peux passer à la diapo d'après. Voilà, donc là un zoom sur les sous-produits ligneux qu'on a du mal à valoriser dans la filière bois-énergie. Donc on a fait pas mal de tests pour essayer de trouver des exutoires avec les systèmes de gazification et de pyrolyse. Voilà, et concrètement le programme SRICI aujourd'hui c'est un programme donc, qui arrive en fin de parcours, hein, en fin des 3 années, qui nous a permis de travailler avec tout un réseau d'acteurs européens. Donc c'est ça aussi qui donne une richesse, parce que notamment sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'était le propos d'introduction, il y a pas mal d'acteurs qui ont touché ce sujet depuis des années. Il y a des acteurs aujourd'hui présents qui nous pourront en témoigner. Et donc on a pu à plusieurs reprises créer des échanges avec des acteurs de l'Irlande, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, de Belgique, et que ce soit des acteurs institutionnels, des associations ou des universitaires. Voilà. Du coup, je suis allé un petit peu vite. Non, mais je connais le sujet aussi bien que moi, pas de souci. Non, pour vous dire qu'après, en termes d'organisation avec nos partenaires européens, et nous d'ailleurs, on a créé effectivement, on s'est réparti des tâches avec nos sensibilités et nos possibilités d'action. Donc le hub, ce qu'on a appelé le hub, le lab, le net, la mise en réseau et les centres de ressources, qui est plutôt dans le giron de B2E, le centre d'essai d'expertise. Non, c'est plutôt, effectivement, je confondais le centre d'essai d'expertise avec Unilassal, donc l'université qui nous permet
de faire des partenariats avec des structures qui ont envie d'être accompagnées sur la qualification de leur biochar, et de notre côté, nous, à faire aussi des essais et nous renvoyer, j'allais dire, leur expertise sur la thématique biochar. Le développement et le marketing, tout ce qui est effectivement profiter du réseau et la caisse de résonance qu'on peut avoir avec B2E et autres. Donc, ce qui fait qu'on s'est réparti toutes ces petites missions. Ça a été la même chose au niveau européen. Et il y a eu cette constitution du GT Biochar dans le cadre de cette réflexion donc du groupe thématique Biochar en septembre 2020 avec j'allais dire, cette envie qu'avaient certains adhérents et d'autres de commencer à réfléchir et d'accélérer la réflexion qui était déjà engagée depuis quelques années, mais d'aller plus loin et d'aller vraiment dans la mise en situation et de manière pragmatique la possibilité de créer du biochar sur notre territoire. Breton, mais français, national, avec des acteurs, des consommateurs qui levaient la main pour nous dire, nous, on utilise, comme vous le savez, pas mal d'entre vous le savent. En tout cas, le biochar vient de l'extérieur pour pas mal de fournisseurs, et l'idée étant de recentrer, d'industrialiser, si possible, la production de biochar sur notre territoire. Cette réflexion, elle est partie de ce postulat, et après, ça a été de se dire, chemin faisant, à travers tout ce que vous voyez, tous les groupes, les GT qui ont été organisés, de se dire c'est quoi le biochar, revenant en arrière, pour qui, pourquoi, comment on le produit, et on a avancé comme ça depuis septembre 2020, et on s'est rendu compte que vous étiez à un moment donné 271 acteurs identifiés qui avaient envie de participer à ces webinaires, à ces manifestations qu'on organisait, et de là on s'est dit la réflexion de ces assises qui voit le jour aujourd'hui, nous a paru être une évidence pour essayer de donner un éclairage et de comprendre réellement l'intérêt ou pas du biochar, comment le créer, comment le produire, qui en a besoin, où on en est. Je parle beaucoup, donc je vais aller plus vite. Donc là, c'est une déclinaison de ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie hub. Alors là, c'était plus, j'allais dire, des visites techniques. Ici, c'est plus des échanges et des représentations sur des salons. Le dernier en date, c'est Bio 360, où on intervient ensemble justement sur le retour d'expérience, la mise en réseau. Marc, là aussi, je vais un peu plus loin. Je crois que c'était... Sur la partie échange, on a aussi été à l'initiative de quelques rendez-vous, justement, quitte à profiter d'être dans un programme européen, allons voir aussi au-delà de nos frontières qu'est-ce qui se fait. Donc on a eu l'occasion d'aller pas mal en Allemagne, et puis un rendez-vous aussi mi-juin, où nos collègues allemands vont organiser un circuit pour aller voir du retour d'expérience. Donc en parallèle, on a un fil rouge, c'est la formation des acteurs, donc avec l'appui des universités, des labs, donc Unilassal, l'université de Cassel. Bon, il y a des rencontres régulières en visio pour faire de la formation sur des sujets thématiques. Voilà, quelques illustrations, mais je ne vais pas détailler. Tout à l'heure, Lydia, qui est présente ici, donc de Unilassal, aura l'occasion de revenir sur les sujets de recherche et d'expertise avec David Gouben qui va être présent. Voilà, donc un petit focus sur le dispositif de formation. Vous aurez les slides, donc vous pourrez en prendre connaissance. Il y a un programme qui est toujours en cours, il me semble, dans les dernières sessions. C'est un programme qui est en anglais, néanmoins. Voilà, pour continuer, le petit zoom sur l'événement qu'il y aura au mois de mai. Il y a un voyage en mois de mai en Irlande de prévu, et puis en Allemagne, dans la partie ouest de l'Allemagne, il y a deux, trois étapes. Donc on vous invite à regarder le site internet pour prendre connaissance du contenu de ces événements-là. On n'en dira pas plus dans cette phase d'introduction, c'était pour installer la journée et voir qu'on comprenne bien d'où ça vient. On a évidemment abordé le sujet du biochar selon certains angles qui ne représentent pas forcément la variété des entrées que vous représentez aujourd'hui. Typiquement, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Par exemple, plusieurs d'entre vous, par exemple, ont travaillé sur la valorisation des bouts de steppe et des choses comme ça. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels nous sommes rentrés, mais au sein du GT Biochar, quelque part, on ne se donne pas de limites. Et pour l'organisation de cette journée-là, pareil, on ne s'est pas donné de limites. Et donc, vous verrez au travers des interventions, des témoignages, que ça va au-delà du champ des sujets que nous avons regardés depuis 3 ans. Donc, voilà, je vais laisser le déroulement
Merci beaucoup. Applaudissements pour eux qui ont organisé cette journée. C'est un événement, vous avez la chance d'assister à la première édition des Assises nationales du biochar. Un petit point sur le programme quand même, Marc Le Trace nous le disait. Donc ce matin, après une plongée dans le cadre, pour cadrer le cadre théorique de la matinée, eh bien, nous aurons 2 tables rondes qui se succéderont. L'une qui portera sur les défis pour installer des filières biochar durables et l'autre sur la dynamique de la filière avec des applications concrètes. À midi, un déjeuner vous attendra, un déjeuner pour reprendre des forces, mais aussi pour échanger, pour networker. Vous êtes aussi là pour cela. Cet après-midi, vous avez choisi normalement 2 ateliers. Si vous avez oublié vos ateliers, sachez que normalement sur vos badges, ils vous sont rappelés. Et puis ils se dérouleront ou dans cette salle, ou dans la salle qui est juste derrière. Et l'information sera sur les diapositives et puis à l'entrée de chaque salle. Donc, normalement, vous ne serez pas perdus. Voilà, sans plus attendre, on va démarrer avec, donc, je le disais, un état des lieux de la recherche scientifique sur le biochar en France, sur la durabilité des filières, sur les pistes de travail existantes. Jacques Bernard, vous êtes référent agriculteur arbre hors forêt à l'association Elle, justement. Vous nous donnez votre approche du biochar et celle de la journée. Vous succéderont Lydia Frida et David Houben d'Uni-la-Salle, ainsi qu'Aïcha El Kamlichi de l'ADEME. Bonjour à tous. Pour commencer, en fait, j'aurais voulu qu'on repère un petit peu. Bon, vous avez une liste des participants normalement qui vous a été transmise, mais en fait, voilà, je voulais faire 2, 3 petites questions, savoir si on avait des producteurs de biochar dans la salle. Donc, simplement vous manifester peut-être en levant la main. À l'ancienne, on n'a pas mis en place un truc. Alors, est-ce qu'on a des producteurs? Oui, quelques-uns, plus par là-bas. Est-ce qu'on aura des utilisateurs peut-être de biochar? Quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans le domaine de la recherche? Alors, on sait qu'il y en a quelques-uns et finalement, il y en a beaucoup. Est-ce que parmi vous, en fait, vous adhérez à des instances d'initiative autour des biochars, comme le European Biochar ou International Biochar Initiative, ou vous souhaiteriez y adhérer? Donc, il y en a aussi dans la salle. Eh bien, après ce petit tour de table muet mais visuel, je voulais présenter, c'est un rapport public qui est paru il y a quelques semaines, donc je trouvais intéressant de le montrer. Ça donne un petit aperçu en Europe des unités de production, de biochar. On arrive à un total en Europe autour, il y en aurait 50 cette année, donc en cumulé, si on atteint cet objectif qui semble quand même assez optimiste, je dirais, ça ferait plus de 150, 160 unités de production en Europe. Donc c'est une projection. Et je trouvais intéressant de faire le parallèle en France. En fait, nous, en France, on a notre salon Bio 360, où en fait le mot biochar n'existait pas en fait avant 2020. Et puis ça correspond un peu, comme expliquait Marc, on a travaillé sur Redirect, puis le programme SRICI qui nous permet vraiment de travailler avec des entreprises et des labos de recherche. Donc le programme SRICI qui est là, et donc on propose au salon, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire des conférences sur le sujet pour inviter des gens, des experts peut-être à venir parler de ce sujet-là. Et puis le nombre d'exposants, en fait, il a grimpé aussi. Et voilà, au dernier salon, il y avait quand même 63 exposants autour de ce sujet-là. Un autre camembert que je trouvais intéressant de présenter. Donc, nous, en France, on est dans le petit carré, le petit triangle gris. Mais vous voyez que principalement, c'est en Allemagne, Autriche et Suisse et pays nordiques, où c'est
apparemment assez identifiés. Mais bon, ça appelle pas mal de questions. Pourquoi est-ce que déjà le biochar est si peu développé en France? Il y a sûrement une multitude de raisons. En fait, et si on regarde ces 53 000 tonnes de production donc, recensées en 2022 finalement, mais pourquoi faire ce biochar? Vers quel marché? Est-ce que c'est exporté? Est-ce que c'est consommé sur place? Et puis surtout, quelles ressources sont utilisées et dans quelle proportion sont, voilà, au niveau des échelons, on va dire un peu plus local, là où est l'unité de production, d'où vient la matière. Et puis l'intérêt de ma question, c'est aussi que voilà, ça c'est un rapport public, donc probablement que ceux qui adhèrent peut-être à l'EBI ont davantage d'informations finalement, qui pourraient peut-être répondre à une partie de ces questions-là. Alors encore un camembert qui, je trouve, est pas mal parce qu'il fait la distinction entre les capacités de productivité des unités. Donc on voit que la grande majorité, ça reste quand même plutôt des grosses installations. Au-dessus, on va dire, de 500 tonnes de capacité. Mais encore, voilà, ça appelle encore à des questions. En fait, lesquelles en fait, coproduisent des huiles ou des gaz, donc sont plutôt dans de la production type pyrogazéification, lesquels sont vraiment des pyrolyseurs qui font que de la pyrolyse, et puis lesquels utilisent finalement des ressources. Est-ce qu'il y a des analyses de fait sur voilà, l'usage des biomasses? Et est-ce qu'il y a des évaluations environnementales de ces projets? Donc ça, on n'a pas forcément les infos, en tout cas quand on n'adhère pas à cet organisme. Et voilà, est-ce que c'est reproductible dans nos conditions à nous? Alors un dernier graphique qui est un peu compliqué, mais je ne vais pas l'aborder sous l'angle qu'il est présenté clairement par l'EBI, sous l'angle stockage de carbone. Moi, j'ai juste regardé finalement les matières utilisées. Donc, on voit qu'il y a un spectre du bas, là, qui est plutôt les agro-ressources qu'on appelle. Et puis, au-dessus, on va aller plutôt vers la plaquette forestière et en gris, les biodéchets. Sur ces matières, on va dire, voilà, qui sont considérées assez compliquées en combustion. Nous, à l'association, on a fait différents programmes d'expérimentation, comme le programme Green Pellet, où on testait différents agrocombustibles ou granulés. Voilà, on sait que ils présentent des contraintes, mais finalement, est-ce qu'ils ne peuvent pas être intéressants pour certains usages des biochars qu'on voudrait en faire? Mais voilà, comment ne pas concurrencer le retour au sol de ces chaumes ou de ces pailles de blé ou de colza, et ne pas concurrencer les intrants qui pourraient aller en méthanisation. Et puis au niveau des plaquettes forestières, est-ce que ça a un sens économique de faire du biochar avec de la plaquette forestière pour faire du retour au sol? Donc voilà, toutes ces questions pour amener quelle biomasse pour quelle filière. On sait que pour assurer les fonctions d'alimentation et de fertilité des sols, il n'y a que les biomasses qui peuvent faire ça. Maintenant, l'énergie et les matériaux, aujourd'hui, notre filière thermochimique, quand je prends l'exemple du bois énergie, aujourd'hui, on produit des cendres sous foyer qui sont principalement valorisées en agronomie. Demain, est-ce que ces cendres-là, on ne pourrait pas... Donc là, je fais un parallèle sur les cendres de combustion. Voilà, faire des produits plus céramiques, lessive, remblais, voilà, autre que le retour au sol aussi. Donc, pourquoi pas sur le biochar. Donc, pour cette partie, on va dire, filière, durabilité des filières, on a la chance d'avoir aujourd'hui donc Aïcha El Kamlichi, donc, qui est coordinatrice technique sur les produits biosourcés et biocarburants à l'ADEME. Donc, elle va nous présenter une partie des travaux de transition 2050 et nous donnera aussi un aperçu en fait
des critères de durabilité sur l'approvisionnement des filières, mais pas que, mais aussi sur l'évaluation environnementale de tous ces projets-là. Mais avant cela, on va avoir un aperçu des expérimentations qui sont menées, on va dire, en France. D'un côté, sur le retour au sol, agronomie, horticulture, avec David Houben, qui viendra tout à l'heure succéder. Lydia Frida, donc, qui est enseignante-chercheuse, enseignante-chercheuse, expertise valorisation biomasse en biochar, énergie renouvelable, gestion de projet européen. Et David Houben est directeur du collège agrosciences et enseignant-chercheur en sciences du sol. Donc je vais accueillir Lydia dans un premier temps, s'il te plaît. Et David, tu peux aussi, si tu souhaites, comme ça. Tenez, n'hésitez pas à vous mettre au milieu. Donc, devant. Bonjour. Allez-y. Comment ça fait que... Bonjour. Ça fonctionne? Alors, je vais présenter quelques faits sur le biochar, c'est quoi, comment on produit, quelques applications avec David. On a préparé une trentaine de slides environ. Donc, on va vous parler sur le biochar, sur les technologies de production, quelques aspects biochar très brièvement. On va parler sur quelques applications dans l'agronomie, maraîchage, qualité eau, gestion des eaux pluviales. Et on va conclure. C'est quoi le biochar? C'est un matériau noir, solide, avec beaucoup de carbone dedans. Et ça peut être très poreux, avec une surface spécifique assez importante. Il est récalcitrant, très stable. Et, il est produit, on peut le produire à partir d'une grande variété de biomasse. Généralement, la production du biochar, il faut réchauffer de la biomasse et dans un réacteur. Pendant un réacteur de pyrolyse, pendant la pyrolyse, la biomasse va changer la structure. Il y a plusieurs coproduits, principalement biochar, si on parle des produits de la pyrolyse lente. Il y a autres coproduits comme le gaz de synthèse de l'huile, selon les différents paramètres qu'on peut contrôler, le temps de séjour, la température. Souvent, on confond un peu les produits de la torréfaction et de la carbonisation hydrothermale. Ce n'est pas vraiment le biochar. Ils ont leur propre valeur, aussi bien que le biochar, mais ce n'est pas le biochar qu'on peut produire avec les procédés de torréfaction, par exemple, et la conversion hydrothermale. Quelques exemples de réacteurs, pyrolyse et gasification, ils ont tous les deux adaptés pour produire du biochar. Ça, c'est que pour donner quelques exemples, ce n'est pas du tout le but de faire la réclame ici. C'est plutôt la pyrolyse avec laquelle on peut produire du biochar. Il y a quelques entreprises qui ont bien développé la gasification, mais le produit principal reste le gaz de synthèse, avec un coproduit biochar de très bonne qualité, en tout cas. Très brièvement, très court, une petite description du procédé de biochar par la pyrolyse. Il faut avoir une biomasse bien séchée pour alimenter en continu le réacteur du pyrolyseur. Normalement, il y a une vis qui transfère la biomasse dans le réacteur. Il faut avoir une source de chaleur. La pyrolyse est une réaction très endotherme. Il y a une production du biochar, production du gaz. Une partie
ou des fois la totalité du gaz qu'on produit, on a besoin comme source de chaleur pour le procédé même. Et le biochar qui est produit, il faut le conditionner, soit avec du vapeur, soit avec de l'eau, soit avec des réactifs, pour donner certaines caractéristiques. Et aussi pour refroidir, bien sûr. Il y a plusieurs entreprises qui ont déjà travaillé sur la pyrolyse, qui ont donné certains aspects un peu plus spécifiques. On ne va pas ici dans les détails, mais c'est intéressant de voir qu'il y a, sauf outre que la pyrolyse standardisée ou la gasification, il y a déjà des entreprises qui donnent leurs propres caractéristiques. Et on peut voir aussi à travers de plusieurs projets européens, mais aussi collaboration bilatérale, recherche, entreprise, le développement de réacteurs à gasification, par exemple sur l'IF Louis disait, qui a ses avantages. Et aussi, autre réacteur que j'ai aussi l'occasion de co-développer avec le centre de recherche où j'ai travaillé avant, la grille mobile, par exemple, Moving Grate, qui a été développée par autre entreprise, qui est aussi adaptée par TNO où j'ai travaillé. C'est assez intéressant aussi de regarder cette voie de production. On peut imaginer un grand nombre de biomasses, des entrantes et plusieurs réacteurs avec un grand nombre de paramètres à contrôler va nous donner plusieurs types de biomasses, de biochars. On ne parle pas d'un biochar, mais plusieurs, avec une richesse de caractéristiques physico-chimiques. Donc, l'ensemble de ces caractéristiques physico-chimiques, des propriétés, c'est ce qui donne la qualité, c'est qu'on appelle qualité du biochar. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il y a les caractéristiques de notre biochar pour pouvoir estimer en premier temps quelques applications. Mais la question, quelle biomasse pour quel biochar et quelle application, la réponse est toujours ça dépend. C'est une grande discussion qu'on peut aborder un peu plus tard. Il y a quand même quelques normes volontaires. Il n'y a rien d'obligatoire non plus, pas encore dans l'Union européenne. Il y a la norme, le European Biochar Certificate qui propose déjà quelques critères à qualité. Il propose déjà 4 catégories d'applications avec on peut appliquer le biochar dans les matériaux, dans l'agronomie, l'agriculture, agriculture organique, un peu plus exigeante, et dans l'alimentation, soit animaux, soit même pour nous, pour les humains. Il y a aussi quelques aspects liés à la durabilité qu'il faut respecter. Mais comme je disais, il n'y a pas encore des normes strictes, obligatoires. Donc, dans ces listes de normes, de caractéristiques proposées, il y a quand même quelques caractéristiques qu'on doit respecter parce qu'il faut quand même respecter quelques qualités pour avoir un biochar, pour respecter la définition du biochar, mais aussi pour respecter quelques aspects de sécurité. Et après, il y a quelques paramètres qui sont conseillés pour garantir une bonne fonction du biochar pour certaines applications assez communes. Je pense que, oui, c'était juste pour clôture. Il y a toujours la question, quelle est la différence entre charbon actif, biochar et charbon de bois? C'est surtout la qualité, les applications. C'est une question qu'on peut aborder plus tard, si besoin, pendant les ateliers. Et je pense que j'ai terminé la première partie. On va passer par les applications. Et je vais laisser mon collègue.
Ok, bonjour à toutes et tous. Ici, je vais vous parler des usages agricoles et horticoles des biochars. Alors l'idée, c'est évidemment pas de lister tous les usages qui peuvent être réalisés, mais plutôt de vous faire un état des lieux de la recherche sur ces usages-là, sachant que dans les ateliers de l'après-midi, on pourra aborder aussi la question de l'utilisation du biochar en contexte agricole ou à des fins de traitement de l'eau ou des effluents. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit récap et vous donner quelques illustrations, quelques exemples d'études qui ont été réalisées sur ces sujets-là. Donc on ne peut pas être exhaustif, on n'a que 10 minutes, on pourrait en parler toute la journée, voire toute la nuit. Malheureusement, on doit se contenter de quelques exemples. Alors pour ça, premièrement, ce que je voudrais rappeler, donc d'un point de vue recherche, c'est que la recherche sur le biochar, elle est assez récente. Hein. C'est quand même un sujet qui draine l'attention depuis seulement quelques années. En fait, on a eu des articles pionniers qui sont sortis en 2006-2007. Et puis, suite à ces articles pionniers qui ont mis en évidence notamment le rôle que pourrait jouer le biochar dans le stockage de carbone ou dans l'amélioration des propriétés des sols, et notamment qui faisaient écho aux recherches un peu plus anciennes sur les fameuses terra preta qu'on va retrouver en Amazonie. Donc en 2005-2006, on a eu quelques études qui sont sorties, et puis après, on a assisté à une explosion du nombre de publications sur le sujet, puisqu'on a commencé à considérer le biochar non seulement pour être utilisé dans les sols agricoles, mais aussi pour d'autres utilités qu'on va décrire un petit peu par après. Donc voilà, une explosion du nombre d'articles sur le sujet. Donc bon, voilà, c'est un sujet très porteur. Hein. Si un jour vous voulez doper vos indicateurs scientifiques, intégrez le mot biochar dans l'article, dans le titre de l'article, vous verrez que ça va faire grimper vos stats. Alors, juste ici, j'ai voulu représenter aussi pour qu'on se rende compte des endroits où sont conduits les recherches sur les biochars. Donc, on voit pas très bien, mais je vais essayer de... Est-ce que le pointeur fonctionne? Ouais, il fonctionne. Ouh là 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 là. Ça, c'est pas moi, ça. Si? C'est moi? Je sais pas. Attends, je suis... Ok. Allez, hop, voilà. Ah oui, moi je veux bien. Je sais pas, moi. La lumière, Lydia, derrière. Ouais. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Le tout, c'est que ici, l'idée, c'est de représenter les publications qui ont été sorties sur le biochar entre 2005 et 2006. Donc, on voit qu'il y avait 293 publications sur le biochar. Entre 2010 et 2015, environ 3000. Et entre 2015 et 2009, un peu plus de 6000 et demi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu où ont été conduites ces études pour qu'on se rende compte où est-ce que voilà, l'intérêt sur le biochar est le plus prégnant. Donc on va se rendre compte qu'au final, les premières études ont été, entre 2005 et 2006, étaient essentiellement portées par le continent américain, un peu en Océanie, parce qu'il y a des centres de recherche qui sont focalisés là-dessus. On voit que surtout en Australie, on voit que l'Océanie, finalement, il n'y a plus grand-chose, plus beaucoup d'études qui portent sur le biochar en 2019. Et puis en Europe, on est toujours resté stable, d'accord. Donc on était aux alentours de 20%, 30% entre 2010 et 2015, et puis 20% entre 2015 et 2019. Donc tout ça pour dire que l'Europe n'est pas pionnière en matière de biochar. Les pionniers, ceux qui inondent on va dire les recherches sur le biochar, sont particulièrement présents sur le continent asiatique, puisque 2/3 des études actuellement qui sont publiées le sont par des équipes asiatiques, principalement de Chine et de Corée du Sud. Donc ça, c'est un premier point important. Alors après, on peut se dire, sur quels usages est-ce qu'on publie essentiellement en recherche scientifique? Souvent, on a tendance à voir le biochar comme plutôt un amendement pour les sols en agriculture. Ce qui est intéressant quand même de constater, c'est que au final, l'agriculture était effectivement le premier domaine sur lequel on a conduit les recherches sur le biochar, puisque entre 2005 et 2010, il y avait 27% des études qui étaient conduites en agriculture, et puis finalement, à l'heure actuelle, on est plutôt aux alentours de 18%, donc 1/5 des études qui sont actuellement conduites sur le biochar le sont pour le secteur agricole et horticole. Et
la plus grosse part des études actuellement conduites sont plutôt sur les sciences environnementales, d'accord? Donc plutôt dans le traitement de l'eau, le traitement des sols et éventuellement le traitement de l'air. Donc après, on va rencontrer aussi d'autres applications, notamment l'utilisation de biochar pour la fabrication de combustible en tant que catalyseur aussi en chimie, et puis notamment aussi dans l'intégration de matériaux de construction, par exemple, en ingénierie. Donc quand on regarde un petit peu ici, c'est un nuage de points qui représente les sujets sur lesquels on a publié sur le biochar. Donc voilà globalement où est-ce que se concentrent les études. On va rencontrer quelques grands groupes. Donc premièrement, il y a un gros pool d'études qui sont spécialisées sur la production du biochar, donc notamment sur l'optimisation des procédés de fabrication. Lydia a illustré quelques images, à l'aide de quelques images, les différents modes de production qu'on pouvait avoir. Sachez qu'il en existe encore bien plus, notamment plus ou moins artisanaux. On va rencontrer pas mal d'études sur la gestion des polluants organiques, l'immobilisation des métaux, notamment dans de la phytoremédiation, l'utilisation de biochar et du compost, ou notamment l'utilisation de biochar dans le procédé de compostage, et puis bien sûr sur la qualité des plantes, la qualité des sols et la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est vraiment les grands drivers du biochar actuel, puisque cette étude-là a été publiée en 2019. Ici, une autre carte, mais que je trouve particulièrement intéressante, qui concentre les études qui ont été conduites sur le biochar. C'est une étude qui a été publiée en 2016, hein, donc il y a 6 ou 7 ans maintenant, donc elle est un petit peu obsolète. Mais ce qui est hyper intéressant de constater sur cette carte, c'est que en fait, on voit où sont concentrées les études. On voit qu'il y en a en Europe, mais on voit surtout que la France est toute blanche par rapport à ses voisins. D'accord ? Donc on voit clairement que la France est quand même à la traîne sur le sujet. Ça s'explique pour différentes raisons, notamment Jacques l'a abordé aussi sur le marché du biochar. On n'est pas très développé par rapport à nos voisins. Sur les études, c'est pareil. Maintenant, c'est un peu plus développé. Ça s'explique aussi parce que les agences de financement avaient du mal à financer des recherches sur le biochar qu'elles considéraient comme une filière de valorisation de biomasse qui pourrait rentrer en compétition avec d'autres filières déjà existantes. Alors moi, je vais me focaliser ici sur l'usage horticole, agricole. Hein. Donc on sait que le biochar, il est souvent préconisé pour un usage dans les sols, pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'il peut réduire la perte en nutriments dans les sols. Deuxièmement, parce qu'il peut augmenter le taux de carbone. Hein. Donc on sait que le taux de carbone est particulièrement important pour les sols, mais répond aussi à certains enjeux climatiques, notamment dans le cadre du programme 4 pour 1000. Il pourrait améliorer la fertilité des sols et puis peut aussi améliorer les propriétés hydriques de ces sols. Alors pourquoi tout ça ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est juste pour vous donner quelques idées, quelques éléments d'interprétation sur l'intérêt qu'on porte au biochar pour une utilisation dans les sols. Premièrement, on sait que le biochar est poreux. Lydia a montré quelques photos tout à l'heure, quelques illustrations. Donc on voit beaucoup de pores dans les biochars. Donc on a des macropores qui sont le résultat qui étaient autrefois les cellules ou les parois de la biomasse, mais on a aussi une microporosité qui va se former suite au chauffage de la matière. Et donc ces pores vont à la fois permettre potentiellement de retenir l'eau, ce qui peut être intéressant pour améliorer les propriétés hydriques du sol, mais peuvent aussi fournir des habitats pour les micro-organismes du sol qui vont les protéger, notamment de la prédation, mais aussi de la dessiccation. Donc on peut utiliser le biochar grâce à ces pores. Les pores aussi vont augmenter la surface du biochar, et donc la surface plutôt spécifique du sol dans lequel on incorpore du biochar. Cette surface va pouvoir retenir des nutriments. Et donc améliorer la capacité du sol à retenir les nutriments. Et puis le biochar ici, voilà simplement pour vous illustrer ce graphique-ci, présente l'enrichissement relatif en nutriments du biochar par rapport à la biomasse initiale. Et donc en fait le procédé de chauffage de pyrolyse va concentrer les nutriments dans le biochar, ce qui fait qu'au final la matière pyrolysée sera plus riche en nutriments que la biomasse initiale, puisque les éléments ont été concentrés lors de la pyrolyse.
Alors, ce qui est quand même hyper important de garder en tête, hein, c'est que même si le biochar est souvent vu comme un amendement magique qui va révolutionner les sols et l'agronomie, il faut être hyper prudent par rapport à ça. Hein. Déjà, bon, Lydia l'a mentionné, il n'y a pas un biochar, mais il y a plein de biochars différents, donc qui ont des propriétés toutes différentes. Et puis, ce qui va être aussi très important, c'est le contexte dans lequel on l'applique. Ici, on a une méta-analyse qui est hyper intéressante, qui reporte les effets du biochar sur les rendements. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le biochar va avoir tendance à avoir des résultats en moyenne positifs en région tropicale, mais par contre, en région tempérée, il a des effets plutôt neutres, je parle bien sur les rendements, voire parfois un peu négatifs. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut jeter le biochar, hein. Le biochar va améliorer certaines propriétés du sol, peut être bénéfique dans certains cas, mais les études sont un peu plus contrastées. On va avoir aussi un effet du pH. Hein. On voit que dans les sols acides, en dessous de pH 5, c'est là où on aura les meilleurs effets, ce qui est logique, puisque dans ces sols-là, on a souvent des problèmes de toxicité aluminique, et le biochar, vu que c'est un amendement généralement alcalin, va diminuer, réduire cette toxicité dans les sols. Il va en quelque sorte choler les sols. Attention aussi aux effets négatifs, hein. Le biochar, il peut être intéressant, il peut être aussi parfois pas intéressant du tout. Donc selon les procédés de pyrolyse, et si on fait un peu n'importe quoi quand on chauffe de la matière, on peut avoir voilà, certains polluants qui vont se former, des composés organiques volatiles, des HAP potentiellement, qui peuvent être apportés au sol et donc impacter notamment la santé du sol. On va, dans certains cas, augmenter de trop le pH du sol. Hein. Il y a certaines coopératives qui ont notamment essayé de tester le biochar et qui ont appliqué le biochar sur des sols crayeux. Appliquer un amendement sur un sol crayeux, donc choler un sol crayeux, c'est la plus mauvaise idée qui soit, puisqu'on va renforcer les blocages de prélèvement de phosphore, de zinc, de cuivre, etc. Et donc, en fait, on va impacter inévitablement les rendements. Le biochar peut aussi augmenter la salinité des sols, etc., s'il est appliqué à des trop fortes doses. Donc voilà, gardez en tête qu'il y a des effets négatifs qui peuvent advenir. Alors, c'est magnifique. Alors, en contexte horticole, donc il y a aussi voilà, pas mal d'intérêts croissants. Donc, contrairement au contexte agricole où, vous le savez, on a besoin d'enrichir nos sols en matière organique, hein, c'est de plus en plus préconisé, ce qui est tout à fait logique. On a besoin de carbone stable qui soit aussi riche en nutriments de manière à stimuler la croissance des plantes. En contexte horticole, on va avoir aussi des besoins assez similaires pour formuler des supports de culture, notamment pour formuler des terreaux de manière très basique. Mais on va avoir aussi surtout besoin d'un produit qui présente une faible densité, ce qui est logique puisque on a besoin de matériaux qui soient relativement légers, notamment pour des cultures hors sol, pour être plus facilement utilisables. Et donc, en fait, souvent, ce matériau qui a une faible densité, vous le savez, c'est la tourbe qui est utilisée, aussi parce qu'elle présente des bonnes propriétés hydriques et des propriétés de pH intéressantes. La tourbe, en fait, elle provient des tourbières qu'on dégrade abondamment pour produire des terreaux, ce qui peut paraître être assez une ineptie au final. Et donc, on s'est pas mal posé la question de savoir si on pouvait utiliser le biochar en substitut partiel ou complet de la tourbe, sachant que malgré tout, le biochar n'a pas exactement les mêmes propriétés que la tourbe, mais a certaines propriétés similaires. Donc voilà, ici je voulais juste vous illustrer une petite étude que nous on a réalisée du côté de Unilassal, où on a utilisé le biochar dans des supports de culture sur différentes plantes, hein, basilic, laitue, pensée, bon voilà. Et simplement pour vous illustrer, ça c'est pas pour à retenir par cœur, hein, on n'est pas en cours, mais c'est juste pour vous illustrer le fait que ici on a la réponse des plantes, du basilic, de la laitue, de la pensée, et on voit que c'est pas toujours la même, ok ? Donc on va avoir une réponse de la plante qui va être très contrastée par rapport aux différents types de biochar à utiliser. Et donc ça, c'est un point un peu compliqué pour la filière biochar, parce qu'il n'y a pas de biochar universel. Et en fait, on l'a dit, Lydia l'a dit précédemment, si on veut développer le marché du biochar, il faut à la fois prendre en compte les besoins qu'on attend du biochar, mais aussi la réponse de la plante à ce biochar. Et en fait, cette réponse, elle peut être contrastée. Donc même si on pense avoir un super biochar, la pensée peut très bien répondre, alors que le basilic aura un peu plus de mal.
Donc, ce qui est important aussi de considérer dans le cadre du biochar, ici j'ai présenté quelques expérimentations, mais ces expérimentations, elles ne doivent pas être déconnectées d'un environnement où on tend à promouvoir l'économie circulaire. Hein. La pyrolyse et l'utilisation de biochar, c'est pas quelque chose de déconnecté par rapport à la réalité territoriale. Il faut toujours réfléchir à cette pyrolyse en matière de production de biochar et d'utilisation, mais aussi de tous les à côté qu'on peut avoir. Par exemple, la pyrolyse pourrait chauffer les serres, pourrait aussi voilà, générer de l'énergie utile à la lumière dans les serres, etc. etc. D'accord. Enfin, dernier point sur la remédiation des sols. Il y aura une intervention tout à l'heure de nos collègues d'Orléans sur la remédiation des sols l'après-midi. Voilà, le biochar peut être hyper intéressant en remédiation des sols parce que grâce à ses propriétés de surface, il peut immobiliser les contaminants. Il peut aussi modifier les propriétés du sol qui vont favoriser l'immobilisation ou la réduction de la toxicité des contaminants. Et puis aussi, en stimulant l'activité biologique du sol, le biochar peut initier la dégradation de certains polluants organiques. Donc il y a eu pas mal d'études là-dessus. L'idée étant d'appliquer dans un sol contaminé du biochar qui va immobiliser, donc réduire la toxicité ou dégrader les contaminants. Donc le milieu sera davantage propice à leur revégétalisation par exemple. Le biochar pourrait aussi améliorer la fertilité du sol, stocker du carbone et aérer le substrat pour favoriser les échanges d'eau et de gaz. Et donc du coup, le biochar pourrait être intégré dans de la refonctionnalisation du site. Donc ici une petite étude que j'ai réalisée il y a déjà 10 ans, mais simplement pour vous illustrer le fait que avec du biochar, donc ici on était dans un sol hyper contaminé, donc on voit qu'avec des doses croissantes, 1%, 5%, 10% de biochar, on voit que le colza pousse de mieux en mieux. Hein. Dans le contrôle, il est mort après 30 jours et dans le biochar 1% pareil. Et ça, on a observé en parallèle une diminution de la concentration en métaux, cadmium, zinc et plomb dans les cultures. Et en même temps, dans le biochar 10%, c'est là où on avait la biomasse la plus importante. Alors on pourrait se dire, c'est super, hein, on va utiliser du biochar dans les sols parce que ça va réduire tous nos problèmes. Et ça va limiter la toxicité des contaminants. Alors c'est vrai, ici c'est vrai, ça marche. Faut juste garder en tête qu'ici, on a mis 10% de biochar dans le sol. 10% de biochar, c'est énorme, évidemment. 10%, ça fait quasi 300 tonnes à l'hectare. Vous vous doutez bien que mettre 300 tonnes à l'hectare, ça fait déjà beaucoup de camions. En plus, le biochar est peu dense. Donc, en fait, c'est irréaliste. Mais ça marche. Donc aussi, sur base des études qu'on lit, il faut toujours se poser la question, ok, ça fonctionne, mais est-ce que c'est vraiment applicable dans la réalité? Et la question n'est pas toujours vraie. Juste un petit, et puis après j'aurais fini, je sens que je déborde, mais je voulais juste illustrer le fait que aussi l'efficacité du biochar, ici on a une méta-analyse, donc une nouvelle fois qui a regroupé toutes les études publiées sur l'effet du biochar sur les métaux. Donc ici on a la concentration en cadmium, en plomb, en cuivre et en zinc dans les métaux, dans les plantes. On voit que de manière générale, pour tous les métaux, quand on a du biochar, on a une baisse de la concentration en métaux dans les plantes. Mais par contre, cette baisse, elle va être dépendante notamment des propriétés du milieu. On voit que, par exemple, ici, on a le pH. En fonction du pH du sol, on aura plus ou moins d'effets positifs, voire parfois des effets neutres, notamment pour le zinc. Et elle va dépendre aussi du type de biochar. On voit qu'ici, avec certains résidus agricoles, par exemple, on va avoir une diminution de la concentration en métaux dans les plantes. Par contre, quand on utilise des biochars qui ont été fabriqués à partir de bouts de steppe, on n'a pas d'effet, voire parfois un effet plutôt inintéressant, puisqu'on a une augmentation des métaux dans les plantes, ce qui est logique, parce que le biochar lui-même contenait des métaux. Et donc une nouvelle fois, à réfléchir, que ce soit pour le secteur agricole, horticole ou remédiation, il faut réfléchir à cette intégration de biochar dans les sols, quelle que soit la fin, à un développement d'économie circulaire, locale, territoriale, en fonction des biomasses qu'on peut avoir et en fonction aussi des utilisations des sous-produits générés par la pyrolyse, que ce soit en électricité, que ce soit en chaleur, que ce soit en énergie autre. Dernier point sur lequel je voudrais vraiment alerter votre attention, c'est le fait que, en tant que chercheur, on est souvent confronté au fait qu'on va rencontrer des études, et beaucoup d'études montrent des effets positifs du biochar, environ 50%. Bon, ça c'est une étude qui date un petit peu, mais je pense que la proportion est encore plus importante maintenant. On a souvent des effets positifs. Il faut toujours garder en tête qu'il ne faut absolument pas faire de statistiques sur base des études qui montrent des effets positifs ou négatifs. Il y a un biais dans la recherche qui est inévitable.
où les auteurs ou les chercheurs ont souvent tendance à publier des résultats qui vont dans le sens attendu, des résultats positifs, alors que les résultats négatifs ou neutres vont plutôt être laissés sous le tiroir, dans le tiroir plutôt. Et donc, du coup, dire que dans 50% des cas ça fonctionne, bah, il ne faut surtout pas tirer cette conclusion-là. C'est pas parce que 50% des études montrent des effets positifs qu'on peut dire que dans 50% des cas ça fonctionne. Donc voilà, toujours garder en tête que toutes les études ne sont pas publiées et souvent, parfois, il y a un biais scientifique important. Voilà. Lilia, je te laisse la parole. Merci, David. Oups. On va parler sur quelques usages biochar encore. Oui. Il faut être vraiment proche. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ok. Il y a une application ici, en fait, les applications horticoles, agriculture que David nous a montrées, ils ont vraiment attiré l'intérêt principal sur le biochar. Je trouve quand même intéressant cette application dans les villes, dans le contexte ville perméable. Et en fait, c'est aussi une application à l'interface d'une application au sol horticole. Ici, on voit l'exemple du projet à Stockholm. La ville a décidé, dans le cadre d'un projet subventionné, d'améliorer les espaces verts et en même temps traiter des eaux de ruissellement en utilisant du biochar dans ce qu'on appelle les sols structurés. Donc, un mélange de gravier, pierre, biochar et compost pour, comme sol, comme substrat dans les parcs, les espaces verts, mais aussi dans les endroits où il y a de l'eau de ruissellement à traiter. C'est une idée, un modèle pas très compliqué. La ville de Stockholm a beaucoup de déchets verts à gérer. Les habitants même, ils étaient impliqués, ils ont amené leurs déchets verts dans un endroit où il y avait un pyrolyseur. Ce pyrolyseur produit du biochar et aussi du chaleur. Le chaleur alimente le procédé, mais aussi le réseau chaleur de la ville. En revanche, les habitants qui amenaient leurs déchets verts pouvaient récupérer un peu de biochar. Ça c'était une bonne manière de faire. Les gens connaissaient le biochar. Cet projet a inspiré d'autres villes en Europe. L'entreprise Zoner de Nostrich a aussi s'est lancé récemment. Il fonctionne aussi comme consulant qui aide les villes à côté à adapter ce projet type Stockholm, on peut dire. On a besoin, bien sûr, de très grandes quantités du biochar pour mener ce projet, mais ça, c'est pas un problème. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça peut motiver justement la filière du biochar. Dans une application comme ça, on ne peut pas attendre le financement qui vient 100% privé, c'est plutôt un investissement public. Ça reste une idée très intéressante pour les villes, les municipalités, surtout dans le contexte qu'on parle de perméabilisation des villes, gestion des eaux d'une manière pertinente et raisonnable. Il y a toujours la question, est-ce qu'il faut entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire avec le substrat après un moment, est-ce qu'il faut garder la qualité? Ça, c'est à discuter, mais souvent, ce n'est pas nécessaire. Qualité des eaux, on peut imaginer le biochar dans le traitement des eaux usées dans une steppe, par exemple. Le biochar peut remplacer autres substrats, autres matériaux filtrants dans une station d'épuration des eaux. On peut appliquer le biochar pour traiter des eaux domestiques. On peut imaginer le biochar
qui filtre des eaux de pluie pour alimenter simplement un bâtiment. Le biochar pour traiter des effluents agricoles et dans le contexte d'une réutilisation directe, il y a des idées aussi qui sont plutôt appliquées en Pays-Bas et en Allemagne, pas vraiment encore en France. Je trouvais intéressant de montrer un de plusieurs exemples des entreprises start-up qui traitent déjà, qui proposent des façades, des toitures végétalisées, qui offrent la possibilité de filtrer des eaux grises, même des bâtiments ou d'un quartier, dans un substrat composé de biochar et autres matériaux, et valoriser cette eau traitée pour arroser les façades et les toitures. Il faut bien réfléchir, il faut bien retenir que le biochar n'est pas du charbon actif, donc peut-être il ne va pas fonctionner aussi bien, mais si on sait exactement les différences, on peut récompenser, on peut soit utiliser un peu plus de biochar ou simplement faire fonctionner le biochar en cascade avec autres matériaux filtrants. Peut-être il y a vraiment besoin de régénérer le biochar une fois qu'il est saturé. Mais si le polluant, c'est en fait du azote ou du phosphore issu d'un traitement des eaux agricoles, on peut simplement aussi réfléchir d'ajouter cette biochar usée, saturée, dans le sol comme fertilisante. Peut-être on a tous rencontré où on a mangé des différents produits, du pain noir, des crèmes avec du biochar. Dans ces cas, ça fonctionne plutôt comme un colorant. C'est une industrie qui a une croissance parce qu'avec un tout petit peu de biochar, on a un effet assez impressionnant. Ici, c'est plutôt du marketing. Je ne peux pas vraiment savoir, je ne sais pas s'il y a vraiment un effet santé ou autre. Sauf, bien sûr, si on parle d'une masque, on peut ajouter du biochar de bonne qualité. Ça fait toujours un effet filtrant. Mais ce qui est intéressant de voir qu'il y a toujours dans les pays autour de France, Pays-Bas, surtout en Allemagne, un intérêt d'inclure le biochar dans les matériaux de construction, mais aussi dans l'asphalte, par exemple. Un exemple des entreprises Allemagne et Pays-Bas qui intègrent le biochar dans leur asphalte. Et ici, je voulais montrer aussi l'exemple de notre partenaire dans le projet 3C, le partenaire néerlandais. Ils ont intégré le biochar dans leur nouveau produit asphalte écologique, EcoFalt. Ils ont déjà testé le biochar dans l'asphalte et avec des résultats assez bien. Ça fonctionne aussi bien que leur matériau original, ce qui m'a fait penser un peu à un produit français, le BioFalt, lancé par une entreprise. Ils ont déjà construit quelques pistes cyclables ici autour de Rennes. Sauf que cette BioFalt ne contient pas du tout de biochar, mais ça m'a fait penser pourquoi pas. On se demande pourquoi le biochar n'est pas encore là, pourquoi il n'est pas mainstream. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne souhaite pas répondre, on peut discuter. Je fais que le constat qu'il y a beaucoup de recherches de haute valeur. Donc il y a un écart entre recherche et application pratique. Peut-être ça suffira de motiver l'industrie biochar de produire beaucoup, de développer, de permettre les grandes unités, des unités biochar produites à grande échelle pour motiver les biochars. Il y a toujours pas un problème, mais les questions logistiques autour de la biomasse
pose un problème pour une production biochar à une grande échelle de qualité homogène pour le long terme. On parle de la pyrogasification, mais il s'agit des réacteurs assez coûteux. Donc, ce n'est pas un investissement qu'on peut faire comme ça. Et il manque encore des certifications, des crédits carbone, un marché qui est bien réglementé. Mais ça a commencé parce que l'Union européenne a déjà lancé en novembre dernier la première version de leur réglementation pour la certification du stockage du carbone. On aura l'occasion de parler de tout ça et je vais conclure cette présentation juste avec quelques mots sur la séquestration carbone avec l'aide du biochar. C'est pas forcément le fait qu'on a produit du biochar que c'est automatiquement considéré une puits de carbone. C'est très facile à calculer combien du carbone il y a dans le biochar et ça correspond à quelques tonnes ou une quantité du CO2 qu'on peut potentiellement déclarer comme séquestré. Mais il faut être sûr sur le pourcentage du carbone qui est stable dans notre biochar. C'est quelques essais pas très compliqués à faire pour être sûr de stabilité. Après, il faut calculer toutes les émissions liées dès la production de biochar, dès même approvisionnement biomasse, production biochar et application. Donc, il faut faire une analyse des cycles de vie. Ce n'est pas extrêmement compliqué, mais il y a des règles à respecter. Et finalement, c'est le projet biochar, l'application même, qu'il faut garantir que le biochar ne va pas être enlevé dans quelques années. Il faut que le biochar reste sur place pour toujours, au moins très longtemps. Et le dernier slide, c'est juste un exemple de quoi on parle quand je dis émissions de gaz à effet de serre pendant la cycle de vie. Ça peut même inclure les émissions qu'on peut avoir pendant la croissance de biomasse. Mais ça, c'est pas pertinent si on parle de résidus, parce que là, quelques règles disent que si on prend un résidu, on ne compte pas quelques émissions autour de la production de cette biomasse. Il faut prendre en compte les émissions pendant le stockage, le transport, bien sûr, la conversion de la biomasse en biochar. Il faut prendre en compte quelques émissions pendant l'application, pendant le projet, s'il y a peut-être une dégradation de biochar pour une région ou une autre. Et il faut bien être sûr qu'il n'y a pas des émissions qu'on n'a pas pris en compte pendant le stockage au sol ou ailleurs. Voilà. J'ai terminé à ce point. Merci. Merci donc à Lydia et David là pour vraiment nous avoir plongé dans le vif du sujet et qu'on ait tous un peu les bases communes. Et puis maintenant je vais appeler donc Aïcha El Kamichi pour qu'elle nous explique les principes en fait. Mais on va ressortir en fait du biocharin clairement pour reprendre un petit peu de recul. Voilà. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais peut-être parler ici. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, oui. Super, c'est bon. Oui, merci pour le petit rappel. Moi, je vais vraiment faire un grand pas en arrière même. Donc oui, je suis Aïcha El Kamichi, je travaille dans la direction bioéconomie et énergie renouvelable et plus précisément dans la cellule bois, biosourcés et biocarburants. Et donc je suis en charge des thématiques produits biosourcés et biocarburants. Et donc aujourd'hui, je voulais parler, mais ça va être compliqué vu le temps que j'ai, mais je vais essayer, de transition 2050. Donc c'est un travail
important qu'on a réalisé de prospective à l'ADEME. Hein. Ça nous a pris plus de 2 ans. Ça a été publié fin 2021, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce travail. Et le but, hein, c'était vraiment d'éclairer les décisions à venir dans le cadre des choix qu'on doit prendre pour la neutralité carbone. Et donc, pour réaliser ce travail, on a travaillé sur 4 scénarios qui sont vraiment contrastés. Et l'objectif d'avoir 4 scénarios contrastés pour la neutralité carbone, c'était de se dire, on veut articuler les dimensions technico-économiques avec aussi la dimension sociale, vraiment les transformations de la société qui vont avoir lieu. Et donc, comme je vais aller vraiment rapidement, je vais vous présenter le cadrage et les résultats. Si vous voulez vraiment avoir des informations sur ce travail-là, on a vraiment tout mis en ligne. Le rapport qui fait plus de 600 pages. Donc, on a fait une synthèse de 40 pages et un résumé de quelques pages. Et il y a même une vidéo sur YouTube de 4 minutes qui résume le Transition 2050. Après, il y a aussi des webinaires qui expliquent les choix qu'on a faits et qui vont même dans le détail des secteurs. Et pour finir, on a vraiment publié ce qu'on appelle des feuilletons. Donc, c'est vraiment rentrer dans le détail des choix qui ont été faits. Ah, c'est beaucoup mieux. D'accord, ok. D'accord, comme ça, je peux reculer. Donc, voilà, donc vous aurez accès au lien. Donc, si je détaille les 4 scénarios qui ont vraiment servi de base pour construire ce travail, rapidement. Ah, il faut vraiment le coller. Comme ça, vous m'entendez mieux? Ah, excuse. Là, il entend mieux, d'accord. Donc, pour les 4 scénarios, l'objectif, hein, ce que je disais, nous, la règle qu'on a eue, c'était neutralité carbone pour les 4 scénarios. Donc ça, c'était vraiment la donnée d'entrée. Ensuite, on n'a pas du tout utilisé les mêmes leviers. Par exemple, ce qu'on appelle le scénario S1 et S2, c'était les sobriétés, le levier sobriété qui était vraiment prioritaire. Après, S3 et S4, on était plus sur des leviers technologiques. Même au niveau de la gouvernance, les scénarios font pas appel aux mêmes gouvernances. Dans S1, S2, on est plutôt autour de la gouvernance locale, alors que S3, S4, on est vraiment dans la gouvernance nationale, voire internationale pour le S4. Donc comme vous voyez, le S1, c'est vraiment celui qui fait appel au levier de la sobriété. On a même appelé ça de la frugalité contrainte, hein, parce qu'il y a vraiment avoir un choix de société, un changement de... On va dire la société va chercher un sens, donc il y aura un vrai changement au niveau du comportement, avec un changement dans la consommation. Par exemple, l'alimentation, on va réduire par 3 la viande, on va faire 110% de bio, et donc le fait de produire beaucoup moins, de consommer beaucoup moins, on produit beaucoup moins, et donc on a besoin de moins d'énergie. Donc dans le S1, c'est celui où on a préservé le puits carbone naturel, et on se rend compte qu'avec ce puits carbone naturel, on peut compenser les émissions résiduelles, puisqu'on va aller moins chercher des nouvelles technologies, on va vraiment faire du low-tech au maximum. S2, c'est à peu près la même idée. Il y a aussi un changement de comportement, mais qui va être plus accompagné, qui va se faire au niveau des territoires. Il va y avoir une gouvernance partagée. On va passer sur une consommation qui est plus responsable, avec par exemple le partage. Et donc le fait, nous on l'a appelé même le S2, la ville du quart d'heure. On va tout relocaliser, on peut tout faire à 15 minutes autour de soi, le travail, la consommation et autres. Et ensuite, on a vraiment le S3 et le S4 où là, on a utilisé les leviers techno. Donc là, l'objectif, le S3 par exemple, on va utiliser beaucoup plus la biomasse pour développer la méthanisation, les biocarburants, pour pouvoir permettre de répondre à la demande côté offre sur la mobilité. On va consommer mais vert, ce qu'on a appelé du consumérisme vert, et les métropoles vont s'étaler. Donc on n'a pas comme le S1 où on limite totalement la construction neuve par exemple. Il n'y a plus d'étalement urbain. On fait de la rénovation en masse. Dans le S3, on va déconstruire pour reconstruire, pour faire la rénovation énergétique. Le S4, c'est celui qui est vraiment à l'extrême. Là, on change pas du tout notre mode de consommation de la société de masse qu'on a actuellement. Donc, on consomme beaucoup. Et donc, comme on consomme beaucoup, il faut produire beaucoup. Il y a besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Et donc, dans ce S4, on va faire appel à beaucoup d'énergie décarbonée. Donc, tout ce qui est nucléaire. On va aller vraiment exploiter la biomasse. Donc, on va vraiment réduire notre puits carbone naturel. Et donc, on va aller chercher tout ce qui est des puits qu'on a appelé technologiques, carbone technologique, comme les BECS ou les DAX, donc le direct air capture, où on va compter vraiment faire le pari sur ces technos-là pour atteindre la neutralité carbone. Parce que comme je vous disais, l'objectif, c'était à chaque fois, pour tous ces scénarios, qu'on vous montre des émissions à zéro en 2050. Donc, je passe directement... Ah oui, excusez-moi. C'était sur les leviers, mais je pense que je peux passer rapidement, hein. Comme je disais, sobriété, ça va du S1 et on n'en fait pas dans le S4. L'efficacité, c'est pareil. Et ensuite, ce qu'on ne voit pas dans
c'est au niveau des impacts. Comme dans le S1, on va essayer de préserver au maximum, on limite les impacts. Dans le S4, on va essayer de les réparer avec la techno. Et puis pour les puits carbone, c'est ce que je disais, hein, on va préserver plus les puits naturels dans le S1 et dans le S4, comme on les aura réduits drastiquement, il faudra faire appel aux puits techno. Donc ça c'est le résultat. Je passe directement donc au résultat de transition 2050. Ce que vous voyez là sur le graphique, c'est qu'on arrive, comme je vous disais, à avoir tous la neutralité carbone. Pour le S1, c'est celui où même on est à moins 42 millions de tonnes de CO2. Donc en fait, le puits carbone qu'on a préservé permet même de continuer à capter du CO2, alors que le S4, bon, on est à 1, donc on considère qu'on était à 0 pour le S4, mais on voit que c'est vraiment le direct air capture qui joue un très grand rôle dans la partie neutralité carbone. Donc au final, les messages qu'on passe sur ce travail-là, c'est de dire qu'il y a vraiment urgence à agir. De toute façon, il faut agir parce que les transformations qu'on va devoir faire, elles sont vraiment de grande ampleur. Ensuite, comme je vous dis, les scénarios, ça repose vraiment soit sur des paris humains, comme avec le S1 et le S2, ou des paris techno, S3, S4. Donc après, c'est des choix de société à faire, mais il faut en discuter pour vraiment s'en rendre compte. Et bien sûr, il y a vraiment la demande en énergie qui doit être réduite pour qu'on ait moins besoin de la produire, le besoin de développer les ENR, et aussi sur la partie biomasse, hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'usage de la biomasse qu'on a besoin pour décarboner nos usages, mais aussi l'équilibre en tant que biodiversité, réservoir de biodiversité, notre puits carbone. Et bien sûr, il y a la question qu'on n'a pas forcément traitée, hein, c'est l'adaptation au changement climatique de nos forêts, de notre agriculture, donc avec un climat qui se dégrade. Et pour finir, ce travail, on a regardé vraiment que les émissions GES, donc il faut aussi prendre des décisions sur d'autres critères, hein, donc il n'y a pas que les émissions GES, hein, il y a aussi les autres impacts environnementaux à considérer, il y a par exemple l'impact sur les ressources d'eau, donc on a essayé d'essayer d'estimer combien on allait consommer d'eau, etc. Et surtout, c'est ce que je disais, hein, sur les deux scénarios qui nous semblent les plus risqués, hein, c'était le S1, où on a vraiment une révolution dans nos modes de vie, donc qui paraît risqué. Donc, est-ce qu'il y aura une acceptabilité sociale d'aller vers ce mode-là? Et le S4, où là, on est vraiment sur une tendance actuelle, où on fait aucun changement, et où là, on pose tout sur le pari techno, en se disant que c'est la technologie qui va nous permettre de répondre à cet enjeu de neutralité carbone. Et donc, un petit focus quand même sur... c'est dommage, on ne voit pas le titre. Bon, excusez-moi, je suis en train de casser. J'espère qu'il fonctionne encore. Il fonctionne encore. Donc, je disais, c'est dommage, on ne voit pas le titre. Oui, c'est vrai, ouais. Le titre, c'est sur c'était la mobilisation croissante de la biomasse. En fait, on se rend compte, ce qu'on avait sous-estimé en faisant ce travail au sein de l'ADEME, c'est le rôle vraiment important de la biomasse dans nos sociétés et même dans le rôle de la transition écologique qu'on veut réaliser. La biomasse est clé. On a besoin de la biomasse. Après, c'est quel usage qu'on veut faire jouer à cette biomasse. Et donc, vous pouvez voir qu'on a essayé vraiment de mobiliser au maximum la biomasse. Si vous regardez le premier graphe à droite en haut, la différence entre S1, S2 et S3 et S4, on peut se dire que tous les scénarios utilisent de la biomasse. Par rapport à aujourd'hui, on multiplie par 2, voire 2,5. La différence, c'est qu'on n'augmente pas forcément les prélèvements dans S1, S2. On va libérer de la biomasse. Par exemple, avec les changements de mode alimentaire, etc., on va libérer des prairies, on va libérer des ressources agricoles. Et donc, on peut aller faire des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. On peut valoriser plus de paille, etc. Et donc, dans le S1, S2, on arrive à avoir de la biomasse pour de la production énergétique, essentiellement méthanisation, grâce à ces changements-là. S3, S4, on va aller augmenter les taux de prélèvement. Donc, on va aller prendre plus de prélèvements dans la forêt pour augmenter les substitutions fossiles et pour avoir plus de cultures. Et on va même vers des cultures lignocellulosiques. Et on a même imaginé, pour la partie biocarburant, le développement des microalgues. Donc ça, c'est vraiment la différence entre S1, S2, S3, S4. Mais on a vraiment essayé d'aller... j'aurais envie de dire, utiliser toute la biomasse qui était disponible, hein, vraiment toute. Et donc au final, cette biomasse, l'objectif, c'était de répondre à une demande qu'on avait, donc du secteur mobilité, transport, etc. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a essayé d'identifier les technologies qui nous semblaient les plus prometteuses pour 2050 pour répondre à nos besoins. Donc on a, comme je disais, la méthanisation, c'est elle qu'on considérait la plus mature, donc qu'on a privilégiée dans nos choix de mobilisation de biomasse. Il y a aussi la partie combustion, hein, pour la production de chaleur. Et tout ce qui est, par exemple, biocarburant, pyrogasification, ça apparaît seulement
dans S3 et S4, où là, comme on augmente nos prélèvements, on a de la biomasse disponible pour développer ces filières-là. Pour finir, le dernier petit graphe que vous avez, on voit le lien, on a essayé de faire le lien entre le puits carbone et le prélèvement de biomasse. Donc on voit que dans le S1, le fait de pas trop prélever la biomasse, on maintient notre puits carbone, il est croissant, alors que dans S3, S4, il y a une décroissance du fait qu'on exploite plus la biomasse, et donc ça pose la question de devoir mettre en place des technologies à émissions négatives comme le direct air capture. Donc ça, l'objectif, c'était de rappeler les biochars. Vous l'avez dit vous-même, ça dépend de biomasse. Et donc, je voulais vous présenter les résultats de Transition 2050 vraiment sur la partie biomasse. Parce que nous, en interne, on a eu beaucoup de questions sur quelle biomasse pour quel usage et est-ce que la demande qui le faisait était vraiment justifiée ou non. Et donc, quand on est interpellé sur le développement de nouvelles filières, la question qu'on se pose, c'est toujours pertinence de cet usage. Je pense que je vais poser ça pour éviter les bêtises. Donc la pertinence de l'usage, est-ce que vraiment cet usage qu'on veut substituer, donc si c'est un fossile par du biosourcé, il est vraiment pertinent ou est-ce que c'est un usage qu'on pourrait se passer? Et si c'est un usage qui est vraiment important, incontournable, eh ben, quelle filière biosourcée pourrait le remplacer de manière la plus vertueuse. Et donc, dans les questions qu'on se pose sur les filières biochars, puisqu'on a soutenu côté ADEME beaucoup de projets, et j'étais vraiment contente de voir vos présentations à Lydia et David, parce qu'on a soutenu des projets graines, j'ai envie de dire, sur l'utilisation de cultures sur des sols pollués, et ensuite une valorisation en biochar. On a aussi financé des projets de biochar issus de résidus de déchets, et qu'ensuite on voulait remettre en amendement de sol, etc. Et donc c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est quel gisement viser, parce que en fonction de l'usage, s'il faut aller vers des gisements de biomasse de meilleure qualité, comme des plaquettes forestières et autres, ça pose la question du conflit d'usage et même de l'impact sur nos puits carbone. Donc il y a vraiment la question, le gisement qui est visé. Si on se dit que c'est un gisement qui est intéressant, comment l'approvisionnement va être assuré parce que nous, côté ADEME, on va demander si on veut soutenir des filières, par exemple, à ce que ces gisements soient vraiment certifiés. Et dès qu'on parle de certification, c'est qu'il faut aussi regarder les filières amont qui produisent ces biomasses, qu'elles-mêmes utilisent des certifications pour qu'elles deviennent de plus en plus vertueuses. Donc on a vraiment la question biomasse. Comme je vous disais, dans Transition 2050, on a eu beaucoup de mal à en trouver pour tous les usages qu'on voulait de la biomasse, énergie et matériaux. Et donc là, cette question de développement des biochars qu'on n'avait pas considéré, puisque la pyrogasification, nous, dans nos scénarios, elle apparaît que dans le S3 et en plus essentiellement basée sur des CSR. Donc on n'a vraiment pas regardé la question des biochars. Mais je pense que voilà, il y a des mises à jour qui sont prévues, donc ça pourrait toujours être intéressant pour nous d'avoir des éléments sur les biochars. Les impacts environnementaux, ça a été aussi dit en intro, il ne faut pas regarder que la partie CO2, c'est vraiment important de regarder les autres indicateurs environnementaux. Et donc nous, à l'ADEME, on pousse beaucoup quand on accompagne des filières produits biosourcés à faire une analyse de cycle de vie. Alors je sais que c'est toujours compliqué, en plus on demande à comparer à du fossile où il n'y a pas forcément toutes les données, mais c'est quand même important d'avoir une idée des impacts sur les autres indicateurs, eau, sol, etc., pour vraiment s'assurer des bénéfices de cette nouvelle filière. Et pour finir, sur la dernière question sur l'usage, donc on a eu un panel de présentation des applications. Et donc, moi, la question que je me posais, c'était comment on arrive à caractériser ces biochars en sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'intrants qu'on va utiliser. Il y a une grande variabilité. Les procédés aussi vont apporter une variabilité à ces biochars. Et donc, il y a la normalisation qui pourrait servir de cadre pour vraiment essayer de normer la production de biochars et vraiment s'assurer que l'usage qui va être fait est bien encadré. Et après, la question qui se pose, c'est vraiment ce que vous avez montré, comment démontrer la valeur de ce biochar qui va vraiment apporter à cet usage. Donc voilà, c'était les questions qu'on se posait à l'ADEME. Merci. Non, mais on avait pris du retard au départ, donc il ne faut pas accuser. Merci, Aïcha. Ouais. Moi, je voulais, du coup, quand même, en 2-3 mots, essayer de quelque part voir maintenant comment on se rapproprie tout ça. Nous, au niveau régional, on sait qu'il y a des outils de planification qui existent, des schémas régionaux biomasse, qui sont liés aussi à des STRADET, donc développement des territoires.
maintenant, on est conscient que sur un plus petit territoire peut-être rapproché, va falloir avoir l'œil sur des coproduits, des résidus. Et en tout cas, pour ceux qui, quand on va vouloir essayer d'utiliser des produits combustibles, selon la norme combustible 17225, il va falloir être en lien avec les instances régionales qui valident les projets, les cellules biomasse qui réunissent souvent les ADEME régionales, les antennes régionales, les DREAL et autres, et puis avoir un œil sur tous les outils de gestion durable, que ce soit PEFC, mais aussi demain le label A qui se met en place au niveau français, et puis avoir un œil sur les dispositifs de plantation. Il y en a au niveau national, régional, mais aussi départemental. Le deuxième recommandation, c'est comment coopérer. On a vu dans le scénario 2, potentiellement il faut coopérer, mais comment coopérer si ce n'est que d'aller voir des gens, de les rencontrer, voir qu'est-ce qu'ils font de ces biochars, peut-être en France, mais peut-être ailleurs, en Suisse, autres ont discuté, voilà. Et puis le 3, c'est la multifonctionnalité jusqu'où. On a vu, il y a un panel de possibilités. Donc, est-ce qu'on élargit en ciblant peut-être des matières premières critiques dont on n'est pas sûr qu'on aura une durabilité d'approvisionnement pour ce qu'on va en faire? J'en ai cité quelques-uns. Et puis, après, c'est comment on resserre sur sur le quoi on veut travailler. Est-ce qu'il faut évacuer ce qui relève de l'utopie? Est-ce qu'il y en a qui pensent que faire du biobéton c'est de l'utopie? Est-ce que au contraire il y en a qui pensent que c'est très pertinent? Et puis finalement peut-être c'est de regarder c'est quoi les concepts les plus faciles, les preuves de concept les plus faciles à démontrer. On a vu que c'est très long en agronomie, mais de toute façon on a compris que même si on utilisait en matériaux, il faudra penser au retour au sol, donc il faut l'anticiper. Maintenant, il y a peut-être des propriétés mécaniques qui sont peut-être plus faciles à démontrer que d'autres. Bon, il y a voilà. Et puis, moi, c'était un petit peu un moment dans tout ça. Qu'est-ce qu'on approfondit, vers quoi on va? Donc, peut-être que la filtration eau, gaz, faire des médias filtrants et trouver des usages intermédiaires avant le retour au sol, ça pourrait être pertinent. Et puis, le gros chantier, c'est les coproduits. C'est le vecteur économique qui va porter le biochar. Donc pour le premier, on sent que pour faire, si on veut travailler dans le domaine de l'eau, des gaz, il va falloir anticiper sur les évolutions réglementaires, eau, air au niveau français, européen. On a bien compris qu'il y aura peut-être des biochars enrichis, ce que j'appelle avec des matériaux nobles, type phosphore et autres, où il faudra travailler sur le retour au sol. Et puis là où on va avoir des micropolluants, il faudra être innovant, trouver des modes de recyclage innovants. Sur le vecteur économique, donc la chaleur, il va falloir regarder au cas par cas en fait où sont les besoins de chaleur dans les collectivités. Est-ce qu'on peut encore mettre des réseaux de chaleur sur ces territoires-là? Est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs PPE? Programmation pluriannuelle de l'énergie. Est-ce qu'ils ont déjà atteint ces objectifs-là? Et dans ce cas-là, il faut trouver des façons de valoriser ces gaz-là. Donc, ils travaillent sur l'hydrogène sur certains territoires. Et puis, du coup, il va falloir travailler avec la filière thermochimique dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a une filière bois-énergie. Il y a des fournisseurs de services, on va dire, émergents qui vont vers de l'investissement de projets pour faciliter ces projets bois-énergie. Il va peut-être falloir s'appuyer sur eux. Et aussi sur l'amont de la filière, la structuration de l'approvisionnement. On travaille sur des coproduits bois-énergie et ils existent, autant essayer de les valoriser. Nous, au niveau breton, on anime le plan Bois-énergie Bretagne à l'association L. Mais dans d'autres régions, on est en lien avec le comité interprofessionnel du bois-énergie. Et il y aura des liens à faire de fait avec ces structures existantes. Et puis le gros sujet à défricher, c'est les coproduits liquides. On n'en a pas parlé. Il y a peut-être des experts certainement parmi vous. Et là, il va falloir aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Donc voilà pour les recommandations. C'était une manière de vous faire
et d'introduire les sujets, donc qualité, qui vont venir. Cet après-midi, il y aura l'atelier qualité où vraiment tout ce qu'on s'est dit là sera vraiment redisséqué très clairement. Et là, c'est la table ronde, donc qui... Je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour cet apport théorique très riche. On va passer aux tables rondes après une courte pause café. Voilà, on vous invite à rejoindre la cafétéria. Nos 2 tables rondes arriveront par la suite pour terminer la matinée.